Eh bien, donc, c'est parti pour le premier webinaire sur Gallica. Donc, nous sommes partis pour avoir 3 webinaires ensemble, 3 sessions. Ce soir, nous allons voir ensemble, donc je vais vous présenter Gallica et toutes les richesses du site. Alors, pourquoi commencer par, eh bien, par une présentation? Eh bien, parce que vous allez voir qu'ensuite, surtout dans le deuxième webinaire pour la recherche, il est quand même utile de connaître un petit peu, d'avoir un aperçu de ce qu'il y a dans Gallica, mais surtout aussi comment cela est organisé dans le site. Cela vous aidera ensuite à mener des recherches pertinentes et avec plein de petites astuces de recherche. Mais ça, nous verrons dans le deuxième webinaire. Donc ce soir, nous allons voir la présentation et nous n'avons pas assez d'une heure pour tout présenter, car je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 6 millions de documents dans Gallica. Donc ce soir, nous allons nous concentrer vraiment sur les documents qui sont utiles aux généalogistes. Bien que vous allez me dire quasiment tout est utile aux généalogistes, je suis entièrement d'accord avec vous, mais on va quand même essayer de faire une petite sélection et de se concentrer sur les documents importants, voire surprenants, vous allez voir. Et eh bien, nous allons nous y mettre tout de suite. Donc, je vais partager mon écran. Hop, et voilà. Donc, vous êtes ici sur Gallica. Donc, si vous êtes tout nouveau sur Gallica, je vous rappelle déjà l'adresse. Il vous suffit de taper gallica.dnf.fr et vous arriverez directement sur la page d'accueil de Gallica. Donc, comme je vous le disais, Gallica, eh bien, il y a plus de 6 millions de documents. Vous voyez, même on s'approche très rapidement des 7 millions. À peu près toutes les semaines, il faut compter entre 500 voire 1000 nouveaux documents qui sont mis en ligne. Donc, vous voyez que ça monte très vite. Bien évidemment, avec le confinement, le rythme a un petit peu ralenti, mais il n'y a nul doute que cela va reprendre très rapidement. Donc, cette première page d'accueil, eh bien, vous la voyez ici. Vous avez ici une barre de recherche. Donc ça, nous le verrons plus précisément dans le deuxième webinaire. Et vous avez une présentation, donc déjà, des outils et de ce qui est disponible dans Gallica. Vous avez des articles qui sont mis à la une, des articles du blog, une petite vidéo que je vous laisserai regarder sur Gallica. Des défis, là avec le confinement, Gallica lance des défis, mais pas qu'avec le confinement. Il y a souvent l'occasion, eh bien, par exemple, de passages importants, comme par exemple la barre des 6 millions, ou de mise en place d'un nouveau corpus. Et bien, des fois, Gallica lance par exemple des chasses au trésor dans le site. Donc, c'est très intéressant et surtout aussi très formateur par rapport à la recherche et à l'utilisation des documents qui y sont. Donc, je vous invite vraiment à suivre Gallica sur les réseaux sociaux, que ce soit leur page Facebook. Vous avez ici les liens. Leur page Twitter, leur page Pinterest ou leur page Instagram pour eh bien, voir et puis être tenu au courant de leur actualité et pouvoir participer ainsi aux petits défis qu'ils lancent régulièrement. Un petit peu d'humour, s'il en est, avec un article sur le pangolin et donc des sélections également qui sont mises en avant. Et vous voyez que ces sélections, déjà, elles vous donnent un aperçu des richesses qu'il y a dans Gallica. Nous avons de la presse, des livres, des manuscrits, des objets et même des vidéos. Nous allons voir ça très rapidement. Gallica Studio, qui est une petite application externe avec plein de petits outils. Je ne vais pas trop m'attarder, je vous en parlerai dans le troisième webinaire. Et Gallica, c'est également des bibliothèques partenaires. Donc, dans ces 6 700 000 documents, il y a les documents qui sont à la Bibliothèque nationale de France, mais il y a également des documents de bibliothèques partenaires qui sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure du développement des partenariats. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez le musée de d'Air France, pardon, la bibliothèque Forney, il y a également des bibliothèques universitaires, il y a des bibliothèques régionales. Donc, c'est vraiment une source très, très riche. Et vous voyez ici de nouveau, toujours des contenus, la sélection par l'image, nous allons la voir tout à l'heure. Et enfin, ici, vous avez des accès rapides, en savoir plus et tous les services. Donc ici, par exemple, Rosalis, Numba, Rotomagus, c'est ce que l'on appelle des marques blanches, c'est-à-dire que ce sont des bibliothèques numériques
sous leur propre marque, mais qui ont du contenu, en fait, qui est hébergé par Gallica. Donc, vous pouvez trouver ce que vous trouvez dans Gallica, vous pourrez également les trouver sur, par exemple, Numistral ou Rotomagus. Plus en avant, nous allons vraiment maintenant nous intéresser donc aux différents types de documents que vous pouvez trouver dans Gallica. Donc, vous commencez par travailler avec la barre outils. Ici, il y a toutes nos sélections. Vous voyez que vous pouvez les retrouver par ordre alphabétique. Si vous ne connaissez pas eh bien, toute la richesse de Gallica, pour l'instant, vous pouvez le mettre de côté et nous allons commencer par nous concentrer par les types de documents. Donc, je vous rappelle que je vais vraiment me concentrer sur la partie qui peut être la plus intéressante pour les généalogistes. Donc, nous allons commencer par les livres. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les livres? Eh bien, dans les livres, la première partie intéressante, ça pourrait être les ouvrages de référence. Dans ces ouvrages de référence, vous avez notamment des encyclopédies. Alors évidemment, nous sommes le soir, ça va peut-être un petit peu ramer. Voilà, donc dans les encyclopédies, par exemple, une encyclopédie qui va intéresser le généalogiste, eh bien, c'est l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, puisqu'il y a les encyclopédies sur différents métiers, je pense forêt et bois, ou bien sur le commerce, les arts et métiers et mécaniques, etc., etc. Donc déjà, dans cette partie de dictionnaire, vous voyez, il y a énormément de choses intéressantes. L'histoire du livre, si vous avez pourquoi pas un ancêtre imprimeur, des dictionnaires biographiques, des bibliographies générales, très utiles lorsque vous faites des recherches pour pouvoir les compléter, et donc cette fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'intéressant, vous voyez, d'avoir cette barre outils toujours prête, c'est que lorsque je suis sur ma page, eh bien, je peux revenir rapidement à ma recherche. Donc, je reviens sur les livres et après les ouvrages de référence généralité encyclopédie, je vais m'intéresser particulièrement à l'histoire. Donc, dans la rubrique histoire, eh bien, il y a des ressources qui sont indispensables pour votre généalogie. En dehors des dictionnaires d'histoire, il y a également des répertoires, des bibliographies, mais vraiment, vous voyez, vous avez même une histoire généalogique et chronologique de la France, de la Maison royale de France. Mais je continue de descendre, je passe un petit peu rapidement pour vous emmener tout en bas de cette présentation avec les publications du CTHS. Et les publications du CTHS, il y a quelque chose qui est très intéressant, ce sont les dictionnaires topographiques et répertoires archéologiques. Donc ces dictionnaires, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? En fait, ils ont été, c'est une entreprise éditoriale et scientifique qui a été lancée au XIXe siècle. Elle visait à la base à rassembler l'ensemble des noms de lieux anciens et modernes de la France entière. Donc c'est intéressant puisque des fois, eh bien, dans un acte, il est précisé par exemple le nom d'un hameau ou le nom d'un village et vous n'arrivez pas à le retrouver sur les cartes modernes. Eh bien, grâce au dictionnaire topographique, vous pouvez les retrouver et aussi avoir cette évolution du nom selon l'époque, bien évidemment, si la fusion s'est faite à l'époque du dictionnaire, donc au XIXe siècle ou plus tard. Et donc, vous pouvez savoir, eh bien, par exemple, par quelle autre ville ou village a été absorbé le hameau que vous recherchez. Donc, il y a en fait, malheureusement, toute la France n'a pas été couverte à l'époque. Il n'y a que 35 volumes départementaux, mais, et sur les 35, seuls 32 sont numérisés. Néanmoins, le CTHS, qui continue, qui est partenaire de Gallica, eh bien, continue à mettre en avant ces dictionnaires topographiques. Donc, si dans Gallica, vous voyez, vous avez les dictionnaires ici, si vous avez un petit peu de mal pour vous y retrouver, vous pouvez aller sur Internet et rechercher donc, le CTHS.fr et vous allez tomber sur Dictionnaire topographique de la France. Donc la nouvelle adresse est le dicotopo.chs.fr. Ici, 29 départements, donc vous voyez que c'est mis en place au fur et à mesure. Comme je vous le disais, dans Gallica, il y a les 32 qui ont été numérisés sur 35 ouvrages. Donc pour l'instant, sur le site, il n'y en a que
que 29. Mais l'avantage, c'est que, eh bien, si vous sélectionnez, par exemple, voyons voir. Alors, pour Rennes, vous recherchez par département. Et voilà, pourquoi pas un Rennes dans le Morbihan. Et vous avez ici l'information concernant l'histoire de ce village qui se trouve dans le Morbihan. Ici, c'est la version moderne. Dans Gallica, vous avez la version ancienne. Nul doute qu'après le deuxième webinaire, lorsque vous aurez toutes les astuces de recherche, vous y arriverez également très bien à rechercher dans les dictionnaires directement sur le site de Gallica. Néanmoins, je tenais également à vous montrer le site qui est également partenaire donc, de Gallica par rapport à ces dictionnaires topographiques. Donc, vous voyez, comme je vous le disais en introduction, il y a beaucoup de partenariats qui permettent d'enrichir la base, et au fur et à mesure, eh bien, l'un comme l'autre vont se développer, vont mettre en place de nouvelles versions, de nouvelles présentations, et donc c'est toujours intéressant d'avoir les deux informations pour pouvoir chercher eh bien, ce qui vous correspond le mieux. Donc nous continuons après ces documents topographiques. Nous continuons à rechercher, hop, je vais un petit peu vite, dans les ouvrages de référence. Donc vous voyez, il y a les sciences religieuses, là nous avons vu l'histoire. Nous allons passer l'art et l'archéologie pour nous concentrer sur lettres et langues. Donc qu'y a-t-il d'intéressant dans lettres et langues? Eh bien dans lettres et langues, outre des textes classiques, si vous voulez réviser vos classiques, vous avez les dictionnaires des langues de France. Donc également un outil qu'on ne saurait trop recommander. Notamment, il y a des dictionnaires anciens, comme le Godefroy. Alors j'essaie de remettre la main dessus, je ne sais plus où il est, on va le retrouver rapidement. Donc dans les dictionnaires anciens, voilà le Godefroy, qui est donc dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9e au 15e siècle. Donc c'est très utile quand vous avez un terme ancien dans un acte. Je vous recommande vraiment l'utilisation des dictionnaires anciens. Le Godefroy est un des dictionnaires, par exemple, qui est pour moi des dictionnaires de référence sur un terme ancien, sur un métier ancien. C'est vraiment une bonne base. Vous avez également dans ces dictionnaires eh bien, d'autres aides, par exemple le dictionnaire français-breton. C'est toujours utile si vous avez des ancêtres en Bretagne, donc des fois on peut se retrouver avec des termes que l'on ne connaît pas. Donc voilà, tous ces dictionnaires, vous voyez, sont dictionnaire des termes du vieux François. Donc c'est vraiment également à mettre dans vos favoris. Vous faites la transcription d'un acte notarié, il y a un terme que vous avez du mal à comprendre, eh bien pensez à regarder dans les dictionnaires anciens que vous pouvez trouver dans Gallica. Donc je vous rappelle, pour les retrouver, type de document, livre, ouvrage de référence, lettres et langues. Donc vous voyez qu'il y a également beaucoup d'autres informations, comme les sciences juridiques, les sciences économiques, les sciences géographiques, etc. Mais encore une fois, ce soir, nous nous concentrons vraiment sur les parties importantes pour la généalogie. Alors, point important, notamment par exemple pour les dictionnaires, donc si je reviens à mon Godefroy, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour rechercher une information dans ce dictionnaire? Eh bien, la majorité des documents dans Gallica sont OCRisés, c'est-à-dire qu'ils ont été numérisés de la façon que l'on puisse faire une recherche texte dans le document. Alors, je dis bien la majorité. Il y a encore des documents qui ont été numérisés au tout début, et donc ils n'ont pas pu bénéficier de cette technologie de l'OCR. Mais quand même, la plupart des documents, la grande majorité même, peuvent bénéficier de cette technologie, ce qui permet de rechercher dans le document. Donc ça, nous verrons ça dans le deuxième webinaire, toute cette partie de recherche dans les documents et comment est-ce que l'on peut faire. Nous continuons donc notre découverte des types de documents et nous avons la partie manuscrit.
Alors, vous voyez qu'il y a énormément de documents également, les manuscrits carolingiens, donc là, on ne va pas remonter aussi loin ce soir, des documents sur Christine de Pisan, Chrétien de Troyes, le roman de la Rose, le roman de Renard, et des manuscrits mérovingiens, là également, c'est un petit peu trop loin pour nous. Donc, nous allons nous concentrer aux archives de la Bastille, qui est une particularité dans Gallica. Pourquoi est-ce que c'est une particularité? Je vous rappelle que Gallica est une bibliothèque. Donc, techniquement, vous ne trouvez pas d'archives. Les archives, vous allez les trouver dans les centres d'archives, qu'elles soient nationales, départementales, municipales, diplomatiques, régionales. Mais ici, nous sommes dans une bibliothèque. Donc, pourquoi est-ce que Gallica a les archives de la Bastille? Eh bien, lorsque la Bastille a été prise au 14 juillet, les archives, les documents eh bien, ont été éparpillés et ils ont été récupérés, ensuite apportés à un homme qui était à l'époque le conservateur de l'Arsenal. L'Arsenal a fait partie de la Bibliothèque nationale de France. C'est comme cela que ces documents sont restés en fait au niveau de la bibliothèque, bien que ce soit des archives. Donc, c'est le cas particulier dans Gallica. Vous avez ces archives de la Bastille. Pour les autres archives, l'état civil ou autre, vous vous rendez à votre centre d'archives préféré. Donc, les archives de la Bastille, nous avons l'administration du lieutenant général de police. Il y a la Bastille, l'histoire de la Bastille, et également la partie qui va vous intéresser, qui est l'administration intérieure de la Bastille. Pourquoi cette partie est intéressante? Eh bien, tout simplement parce qu'elle concerne les dossiers des prisonniers. Alors, voilà, ce soir, nous avons un petit souci, et vous allez comprendre. Voilà, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, parce que Gallica est un site vivant et donc qui bouge en permanence et des fois, il arrive que lors d'une mise à jour, eh bien, il y a un lien qui se perd en cours de route. Donc, je l'ai signalé aux équipes. Ça, c'est quelque chose également que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Vous tombez sur un lien cassé, vous leur signalez, ils sont très réactifs. Là, malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à trouver d'où venait le problème pour ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est aussi l'intérêt, c'est pour ça que je vous le montre, déjà en toute honnêteté, et puis aussi pour vous montrer que, eh bien, je n'arrive pas à accéder aux manuscrits, aux archives de la Bastille, pardon, et plus particulièrement au dossier des prisonniers de cette façon. Ce n'est pas grave, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une autre façon d'y arriver, puisque tout ce que vous voyez dans Gallica, tous les documents, vous pouvez y accéder d'une façon ou d'une autre, et c'est le but de cette présentation ce soir. Donc, nous gardons sous le coude nos dossiers de prisonniers et tout à l'heure, nous allons y revenir. Continuons notre découverte de Gallica. Donc, après les livres, les manuscrits, nous avons les cartes. Là également, une très riche documentation au niveau des cartes, un choix très important. Des cartes marines, des cartes marines, des globes, l'Afrique en carte, l'Europe en carte, le Japon en carte, les Amériques en carte et la France en carte. La France en carte, c'est très intéressant. Vous pouvez y accéder de 3 façons. Vous pouvez y accéder par un accès chronologique, si ça veut bien fonctionner. L'intérêt de l'accès chronologique, c'est que, eh bien, surtout avec les départements, eh bien, et les régions, les frontières ont glissé au fur et à mesure de l'histoire de France et du temps. Donc, vous avez une ville qui, selon la période, peut se retrouver dans un département et puis la fois suivante va se trouver dans un autre département. Des fois, il est un peu difficile du coup de suivre un petit peu toutes ces évolutions. Donc, l'intérêt d'avoir un accès chronologique, eh bien, c'est, je suis sur le XVIIIe siècle, je regarde, je retrouve la carte et je regarde à peu près la région, à quoi ça correspondait à cette époque-là. Je travaille sur le XVIIe siècle, la région, à quoi correspondait-elle à cette époque-là? Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher plus loin? Est-ce que la partie sur laquelle j'avais l'habitude de travailler, est-ce que maintenant, à cette époque-là, elle faisait partie de notre région ou pas? Donc, c'est intéressant d'avoir un accès chronologique à ce type de document. Vous avez également un autre accès, qui est l'accès géographique. Donc, l'accès géographique, vous y accédez par département, par région, pardon, puis par département,
et vous avez donc accès à toutes les cartes. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, nous verrons la semaine prochaine comment affiner cette recherche et comment, eh bien, en tirer le meilleur parti. Autre carte, vous l'avez peut-être vue lorsque j'étais sur le menu tout à l'heure, la carte de Cassini. Alors la carte de Cassini, on va y aller maintenant, mais je vais vraiment, revenir en détail, un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc hop, vous l'avez ici, voilà. Et ça, je vais revenir un petit peu en détail, un peu plus en détail tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le menu. Je refais au fur et à mesure, voilà. Ça, c'est pour le menu des cartes. Donc vous voyez que là, de la même façon, il y a vraiment, de quoi, attiser votre curiosité et j'allais dire attirer, comme quoi, vous voyez, un petit lapsus qui est assez révélateur. Nous passons maintenant aux images. Donc là, vous voyez également, le menu, eh bien, il y a de quoi faire, mais nous allons nous concentrer sur 2 points. Le premier qui va être l'histoire par l'image, et notamment un accès par période historique. Vous avez une magnifique frise chronologique, et donc vous pouvez, hop, donc là d'ailleurs, hop, vous voyez qu'on a la frise, elle est un petit peu dans le désordre. Ce n'est pas grave. Et donc vous vous retrouvez, voilà, on a un accès sur la Première Guerre mondiale, par exemple, avec différents thèmes au niveau de ces images. Il y a également au niveau des images, hop, voilà, des thématiques, comme par exemple Paris par l'image. Vous avez des ancêtres parisiens, eh bien, vous pouvez notamment faire une recherche par arrondissement. Donc, on va dire qu'ils étaient du 1er arrondissement. Et vous avez ici, vous voyez, tout un tas de documents concernant le 1er arrondissement parisien. Vous avez 43 pages, 2118 documents, donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. Là encore, pas de panique. Il y a bien évidemment différentes façons de pouvoir affiner et rechercher plus précisément selon votre requête. Nous continuons la découverte. Donc pour les images, voilà, on va s'arrêter là, mais vous voyez que vous avez également, si vous recherchez par exemple un ancêtre, vous avez un aïeul photographe, peut-être c'est type dans Gallica, des sociétés de photographie, vous voyez que vous avez également, ou pourquoi pas un ancêtre sportif, peut-être le retrouverez-vous en photo dans Gallica. Bien évidemment, nous avons la presse et les revues. Donc là encore, évidemment, c'est un incontournable pour la généalogie. Les principaux quotidiens. Ce qui va vous intéresser, notamment, ça va être, vous pouvez faire une recherche par la presse thématique, mais surtout, vous avez la presse locale et régionale. Donc là, le principe, eh bien, va être le même. Vous accédez par la région, puis le département. Peut-être. Vous voyez que ça mouline. Voilà. Donc là, on a le département. Pardon. Et donc les journaux pour le département du Doubs. Si vous vous souvenez, c'est comme pour les cartes, un accès par région, puis par département. Vous allez voir que cette présentation est importante puisqu'on va y arriver tout à l'heure. Dans la presse, vous avez également, bien évidemment, par pays. Donc, pourquoi pas eh bien, des ancêtres qui sont allés en Algérie, vous avez des qui sont passés par la Belgique, ou qui sont allés plus loin, en Afrique occidentale, Madagascar, vous voyez, Maroc. Donc, vous avez de quoi rechercher. Les journaux de tranchées, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, les journaux clandestins de la Résistance. Les revues savantes, qui sont également une source à ne pas négliger, puisque dans les revues savantes, eh bien, il y a souvent des revues de sociétés historiques et archéologiques. Donc ça peut être intéressant si vous recherchez sur une période donnée, sur un événement particulier dans une région, ou pourquoi pas dans une commune ou une zone géographique précise,
pensez à consulter les revues savantes, parce que ces points-là ont pu être étudiés, notamment je pense souvent aux épidémies, sujet malheureusement d'actualité. Eh bien, par exemple, nos ancêtres souvent devaient affronter le choléra ou la dysenterie et dans ces revues savantes, il y a eu souvent des études sur ces périodes et vous pouvez trouver donc des informations, très intéressantes, puisque des fois, notamment je pense aux épisodes de dysenterie, ça pouvait être très concentré sur un département, sur un arrondissement géographique. Donc pensez bien à consulter les revues savantes et là encore, vous le voyez, même accès géographique, vous avez donc la région et au sein de la région, vous avez le département. Voilà, donc vous avez ici accès à toutes les revues savantes. Donc pensez bien à ces revues qui sont vraiment, très, très riches pour compléter vos recherches. Après la sélection presse et revue, là nous allons aller un petit peu plus rapidement. Néanmoins, je vous encourage à vous intéresser aux enregistrements sonores et aux archives de la parole, car vous voyez, il y a des enquêtes dans les Ardennes, dans le Berry, dans le Limousin et bien ces enquêtes, en fait, vous pouvez les écouter. Ce sont des archives donc orales. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous pouvez donc vous les écouterez, hein, je vous laisserai découvrir ça, tranquillement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le parler, eh bien, vous avez les accents qui sont souvent perdus maintenant, ces accents. C'est aussi utile, pourquoi bien connaître les accents? Puisque les noms de famille ont beaucoup varié selon les périodes, selon, les régions et aussi selon les personnes, notamment je pense, soit aux prêtres, soit, à l'officier d'état civil. Imaginez quelqu'un du Limousin qui monte à Paris avec son accent, le Parisien va peut-être comprendre différemment le nom qui est prononcé avec l'accent limousin. Donc d'avoir une idée de ce à quoi correspond l'accent, ça peut vous aider à retrouver le nom, à retrouver comment il était orthographié. Et puis, c'est toujours un petit plaisir comme ça de pouvoir entendre. Ces archives sont plus que centenaires, donc c'est vraiment une petite pépite que je vous invite vraiment à écouter. Donc voilà pour cette première porte d'accès à toute la richesse de Gallica, qui est donc par type de document. Donc on va faire un bref rappel. Vous avez les livres avec les ouvrages de référence. Dans les ouvrages de référence, notamment, vous avez les généralités, l'histoire, hop, et bien alors, généralité, histoire, lettres et langues. Dans les manuscrits, principalement donc les archives de la Bastille, avec l'administration du lieutenant, quand le lien sera réparé, ce lien-là du moins. Vous avez les cartes, donc avec les différentes aires géographiques, et dans la France en carte, vous pouvez avoir un accès chronologique, géographique ou la carte de Cassini. Les images, différents types d'images, et notamment l'histoire par l'image ou Paris par l'image. Presse et revue, là vraiment vous avez le choix, la presse locale et régionale, de la presse thématique, notamment eh bien des presses de spectacle, des presses coloniales. La presse coloniale est intéressante, si vous recherchez, si vous avez perdu par exemple des ancêtres, en Algérie, pensez à la presse coloniale car des fois vous pouvez les retrouver parce qu'ils ont acheté un terrain, à plusieurs kilomètres de la ville où vous pensez les trouver. Dans la presse coloniale, vous avez ces annonces de vente et d'achat, donc pensez à la consulter. Donc la presse thématique, la locale et régionale, par pays ou zone géographique, les journaux tranchés, les journaux clandestins, les revues savantes, et donc on vient de terminer les enregistrements sonores avec notamment les archives de la parole. Partition, objet vidéo, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant dans ce qui est dans Gallica, d'intérêt particulier pour la généalogie, donc je vais le laisser de côté et ça je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Autre porte d'accès par aire géographique. Et vraiment, une fois que si vous recherchez une information, par exemple sur un département,
Je vous encourage vraiment à utiliser en fait cette entrée par aire géographique. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va prendre la France. Vous voyez que déjà, vous pouvez y accéder par région, par département, par grande ville. Hop, je vais y arriver. Voilà, donc elles sont classées par ordre alphabétique. Et également, bien évidemment, outre-mer et collectivités et territoires. J'accède par région. Par exemple, je vais prendre l'Allier. L'intérêt de cette porte d'entrée, si je puis dire, eh bien, vous voyez, je retrouve en fait ici toutes les ressources numérisées pour le département de l'Allier. Donc, je vais avoir les cartes, je vais avoir droit et réglementation d'Ancien Régime, les enregistrements sonores, les revues savantes, les publications officielles et la presse. Vous voyez que c'est une porte d'entrée en fait qui vous amène sur les documents que nous avons pu voir, mais de façon un petit peu plus disparate, ou qui sont présentés sous des thèmes propres, comme par exemple les cartes, comme par exemple hop, les cartes, la presse, les publications officielles seront dans le droit, les revues savantes donc, sont avec la presse, les enregistrements sonores. Donc là, vraiment, vous avez ici, en passant par les aires géographiques et l'accès par département, un aperçu de toutes les ressources disponibles pour ce département dans Gallica. Donc c'est vraiment utile en disant, voilà, je fais une recherche sur, par exemple, je ne sais pas moi, telle commune ou vraiment le département à telle époque, est-ce que j'ai pensé à tout étudier? Hop, l'Allier, si je clique sur droit et réglementation d'Ancien Régime, j'arrive sur la page Actes royaux, coutumes du Bourbonnais, toujours intéressant, et avec la présentation du corpus. Vous l'aurez toujours, cette présentation du corpus. On va y revenir, on va faire par exemple, hop, par département, on va en prendre un autre et vous allez voir qu'en fait, eh bien, les menus seront différents d'un département à l'autre. Il y a des départements qui vont être plus riches que d'autres parce que pour certains, il y a des enregistrements sonores, ce qui n'est pas le cas. D'autres, par exemple, vous voyez, l'Aube, je n'ai pas les enregistrements sonores. Et toujours cette petite présentation du corpus que vous allez trouver à chaque fois sur chaque nouvelle page. Oui, avant les documents, voilà, j'ai de nouveau là les publications officielles et vous voyez, j'ai de nouveau la présentation du corpus. C'est toujours ce petit texte est vraiment toujours à lire parce que c'est un résumé de ce que vous allez trouver et c'est toujours intéressant puisqu'il y a souvent des informations eh bien, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. On se dit: «Ah oui, tiens, il y a tel document, je n'avais pas pensé, je vais aller voir ce qu'il y a dedans». Donc pensez bien à lire ces documents. Et pourquoi est-ce que je vous encourage à lire ces documents? Eh bien, parce que nous allons voir la dernière porte d'entrée des documents dans Gallica et cette porte d'entrée, elle a été pensée pour vous et surtout si vous êtes débutant dans Gallica, elle a vraiment été pensée pour le généalogiste puisque cette porte d'entrée, en fait, c'est une page qui recense les ressources généalogiques dans Gallica. Alors bien évidemment, elle recense une partie des ressources généalogiques. Type de document, aire géographique, nous l'avons vu. Donc pour accéder à cette fameuse page, vous allez dans thématique, histoire, ressources généalogiques. Et dans les ressources généalogiques, eh bien, vous allez trouver tout un ensemble de ressources. On va les voir ensemble, on va les détailler avec des petites cartouches qui expliquent le document et qui vous donnent aussi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça que je vous dis pensez bien à les lire vraiment, puisqu'il y a souvent des astuces ou des liens complémentaires pour vous aider à rechercher dans ces corpus. Donc, le classement, en fait, est un classement simple, un classement alphabétique. Donc, ne vous dites pas: «Oh, il y a l'armorial, c'est le premier, donc c'est le plus important». Non, le classement a été fait de façon alphabétique. Donc, vous allez trouver l'armorial général de France. Hop, bon, c'est pas grave. Vous allez trouver donc le cabinet des titres. Là encore, vous voyez, il y a 3061 volumes.
53 sont numérisés et consultables dans Gallica, avec l'explication sur les différents types, donc les dossiers bleus, le carré d'osier, le cabinet, le nouveau dosier, le chérin, etc. Le répertoire des séries généalogiques, donc, qui est très pratique, puisque si vous l'ouvrez, ce répertoire va vous permettre de savoir en fait où est-ce qu'il faut que vous cherchiez dans le carré bleu, le dosier, etc. Donc vous voyez que vous avez vraiment des aides dans ces recherches. Si nous continuons, nous retrouvons notre carte générale de Cassini avec une explication donc de l'utilisation. Vous avez des pages dédiées à la carte de Cassini et le tableau d'assemblage. Donc là, on va s'y attarder un tout petit peu. Donc le tableau d'assemblage, voilà, vous l'avez ici. Ça, c'est très important. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, la carte de France donc, a été découpée et chaque petit morceau correspond à un numéro. Et ensuite, pour retrouver votre carte, il faut que vous retrouviez le numéro. Ça a l'air simple en le disant, mais en fait, ce n'est pas tellement le cas. Donc, Gallica a fait un super travail. Il vous suffit tout simplement de cliquer, vous voyez, sur le menu ici. Et vous arrivez donc à la page que nous avons vue tout à l'heure. Nous avons notre tableau d'assemblage, l'accès par région, encore une fois, région, département, et numéro de feuille si vous le connaissez. Évidemment, si vous ne connaissez pas le numéro de feuille, pour le trouver sur la carte, ça va être un petit peu compliqué si vous n'avez pas l'habitude. Donc récemment, l'équipe de Gallica a amélioré cette page-là. Vous retrouvez la propos, et vous voyez qu'ici, vous avez une merveilleuse carte de France avec plein de petits découpages, si ça vous rappelle quelque chose. Hop, vous voyez. Donc, vous pouvez, hop, je vais la zoomer, et vous recherchez. Donc, moi, je vais rechercher du côté de ma ville. Donc, voilà, c'est ce carré-là. Je clique dessus, et en fait, c'est Gallica qui fait la recherche pour moi. Hop, je n'ai plus qu'à cliquer sur le lien. Et j'ai la carte qui correspond à la commune que je recherchais. Donc vraiment, ressources généalogiques, carte générale de la France de Cassini, cliquez tout de suite dessus, vous arrivez ici, vous avez donc votre carte de France, vous pouvez la zoomer, vous cliquez sur la zone que vous recherchez et vous avez la carte. Il vous suffit de cliquer dessus et vous arrivez directement dessus. Donc vous voyez que plus Gallica avance, lorsque je vous disais que c'était un site vivant, bien évidemment, au fur et à mesure aussi que de nouveaux outils apparaissent, que Gallica s'enrichit, eh bien, de nouveaux outils sont mis en place. Le tout étant toujours dans l'esprit de faciliter la recherche de l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'au début, ça peut vous paraître un petit peu compliqué. Bien évidemment, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous allez trouver des astuces. Et en plus, c'est ce que nous allons voir de toute façon tout au long de ce webinaire. Mais aussi, vous allez voir que régulièrement, eh bien, de nouveaux outils vont être mis en place, et notamment ces outils pour les existants. C'est ce que nous allons voir dans le 3e webinaire où je vous montrerai plein d'astuces et d'outils utiles pour votre recherche dans Gallica. Donc ça, voilà, c'est la partie carte de Cassini. Alors, dans la carte de Cassini, vous pouvez me dire, oui, mais il y a le géoportail, c'est beaucoup plus simple. Je vais recliquer là. L'avantage de Gallica, alors c'est vrai que dans le géoportail, vous pouvez superposer les cartes. L'avantage de Gallica, c'est que toutes les cartes ont été renumérisées en haute définition. Vous voyez que vous avez un niveau de détail, on le verra en détail la semaine prochaine dans le 2e webinaire. Vous avez un niveau de détail que vous n'avez pas dans les cartes qui sont disponibles sur le site du géoportail. Et lorsque vous êtes dans des zones qui sont très denses, croyez-moi que le niveau HD de Gallica est un atout indéniable. Nous continuons donc Nous continuons donc notre découverte des cartes de Cassini. Des cartes de Cassini, voilà. Je suis perturbée par cet outil. Des ressources généalogiques, on va y arriver.
Et nous continuons avec le fichier bossu que je vous ai présenté la semaine dernière au niveau, dans une première astuce. Donc le fichier bossu, eh bien, c'est 130 000 fiches biographiques concernant les francs-maçons français jusqu'en 1850. Donc si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous redonne la petite astuce. Pour pouvoir trouver rapidement, vous allez sur le site fichier-bossu.fr, vous tapez un nom de famille et il vous suffit de sélectionner la personne et vous arrivez directement sur sa fiche. Voilà, donc là vous avez toute l'information. Vous avez le détail exactement du fichier bossu ici. Le fichier Laborde, très utile si vous avez des ancêtres parisiens, notamment des ancêtres qui étaient artistes ou artisans, puisque avec la destruction de l'hôtel de ville en 1871, eh bien, évidemment, tout l'état civil est parti en fumée. Le fichier Laborde, en fait, a été constitué à partir de l'état civil, avant bien évidemment ce feu important. Et donc, vous avez ici une source assez importante. Vous voyez, il y a au total 161 carnets, 17 boîtes, ce qui fait 66 080 feuillets, donc sur les artisans parisiens du XVIe et XVIIIe siècle. Encore une fois, de l'intérêt de tout lire dans les cartouches. Vous pouvez en apprendre plus, mais vous avez également, vous voyez, des astuces de recherche, comme le centre de recherche du château de Versailles, qui a réalisé une liste alphabétique des volumes. Donc, même principe à peu près que le fichier bossu. Le fichier bossu, on y va vraiment par nom. Là, on est plus par entrée alphabétique. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci. Et j'arrive donc sur la partie des carnets qui vont de Boude à Boulet. C'est le carnet 18. Voilà. Et là, nous avons les informations. Et vous voyez qu'ici, vous avez toutes les informations. Donc là, ici, il s'agit d'un baptême en 1598, un maître sculpteur et peintre. Donc il s'agit ici d'un baptême. Donc le fichier Laborde, voilà, si vous avez des ancêtres parisiens, c'est vraiment une source également qui est très très riche. Et pour retrouver le lien vers cette liste alphabétique, pensez bien à lire tout le cartouche où vous retrouverez le lien. Toujours concernant les ancêtres parisiens, l'indicateur des mariages de Paris. Là encore, donc il y a très peu de numéros, si je puis dire. Hop, je vais faire un petit peu que ça aille plus vite. Il y a 9 années disponibles, il y a 363 numéros sur tous les mariages parisiens. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Vous avez quasiment une décennie ici, de 1861 à 1869. Si vous avez la chance que vos ancêtres parisiens se soient mariés dans cette période-là, eh bien vous avez probablement la possibilité de les retrouver. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque là, ça, nous verrons la semaine prochaine au niveau des recherches dans Gallica. Mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Également, si vous avez une idée d'un mariage, mais vous n'avez pas de date exacte ou l'arrondissement précis, eh bien l'indicateur des mariages parisiens pourra vous aider. Le journal officiel, donc là on ne le présente plus. Tout ce qui est donc publication, médailles, promotion, médailles militaires, Légion d'honneur, etc. Vous avez toutes les informations ici. La liste officielle des prisonniers français, ça c'est une question qui avait été posée la semaine dernière dans la présentation. Donc voilà, elle n'est pas complète et vous avez tout l'historique ici qui explique bien les informations que vous pouvez trouver dans cette liste officielle. La presse, là je ne vous la présente pas, on l'a revue. Les ressources locales, donc si je clique dessus, eh bien qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien tout simplement, voilà, vous voyez, l'accès par région, l'accès par département, l'accès par grande ville, collectivité territoriale. Donc en fait, c'est par aire géographique. Vous voyez, on retrouve exactement, c'est la même entrée. Vous retrouvez la page ici directement, avec la petite présentation. Et enfin, les revues des sociétés savantes. Donc là encore,
C'est ce que l'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Donc vous voyez, en conclusion, vous voyez que, eh bien, Gallica, c'est plus de 6 millions de documents et vous avez différentes façons d'y accéder. Donc c'est ça qui est vraiment très important à bien comprendre puisque, si vous assimilez bien cette façon de comment accéder à tel document, eh bien cela va vous aider dans la recherche, dans ce que nous allons voir la semaine prochaine. Vous allez voir qu'il y a évidemment on peut faire une recherche large, mais on peut également cibler notre recherche et de savoir, eh bien, les types de documents, de connaître les thématiques, ça va être très utile pour pouvoir vraiment cibler les recherches dans Gallica. Donc, si vous connaissez déjà Gallica, vous avez un petit peu l'habitude, vous pouvez commencer déjà par type de document. Si vous voulez vérifier que vous avez tout balayé pour une région, pour un département, vous pouvez utiliser l'accès par aire géographique. Si vous êtes débutant dans Gallica et si vous faites une recherche généalogique, eh bien, je vous recommande vraiment de commencer par thématique, histoire et ressources généalogiques, où là, vous avez vraiment les principaux thèmes sous la main, si je puis dire, qui vont déjà vous aider dans votre recherche et notamment, je pense par exemple à la presse, la liste des prisonniers ou bien les ressources locales. Donc voilà différentes présentations, différentes façons d'accéder aux documents dans Gallica. Vous avez pu le voir, on a vu tout à l'heure sur un type de document, on avait plus de 2000 réponses. Donc évidemment, ensuite, le but du jeu, ça va être eh bien d'apprendre les astuces pour mener une recherche efficace dans Gallica.